Et donc, bonjour Mélanie Vogel. Bonjour. La première question que j'avais envie de te poser, c'est Vogel, est-ce que c'est alsacien? Pas du tout. Pas du tout. Mais je suis très contente que tu me poses la question parce qu'on me pose toujours la question. C'est l'occasion. Et donc maintenant, je sais d'où ça vient. J'ai demandé à ma tante, grande fan de généalogie. Et donc ça n'a rien à voir avec l'Alsace. Ça vient d'une minorité germanophone de Roumanie. Et personnellement, j'ai aucun lien avec l'Alsace parce que je viens de Marseille. Ah bon, rien à voir effectivement. Et c'est l'occasion du coup d'apporter ta vérité et d'apporter une réponse aux quelques millions de personnes qui se posent la question en France. C'est que Exactement. c'est un débat qui est brûlant. J'ai pas de problème avec les Alsaciens ni avec l'Alsace. Voilà. Est-ce que c'est pas frustrant d'être au Sénat et de ne pas pouvoir agir parce qu'on est au Sénat, et c'est peut-être un schématisme quand on est sénatrice ou sénateur? Alors, pour rien te cacher, quand j'ai réfléchi à la question de me présenter au Sénat ou pas, à cette époque, je travaillais au Parlement européen et j'avais l'impression, enfin pas que l'impression, je faisais des trucs. On arrivait à gagner des majorités sur des choses, etc. Et c'était une de mes grandes peurs d'arriver au Sénat et d'être très minoritaire et de ne pas pouvoir agir. Franchement, après l'IVG dans la Constitution, je me dis plus tout à fait la même chose en vrai. On est quand même arrivé à faire des trucs. C'est un soulagement, ça veut dire qu'avant que l'IVG soit constitutionnalisé, tu te posais peut-être la question de l'action quand on est sénatrice, c'est ça? Non, mais c'est-à-dire que forcément, quand on est au Sénat et qu'on est écologiste, féministe, quand on est de gauche, bah, on est dans la minorité au Sénat et dans l'opposition, et dans l'opposition d'une chambre qui est très conservatrice, qui n'est pas très écolo, qui n'est pas très féministe, et avec qui globalement on a de grands débats. Donc c'est sûr que c'est pas facile d'arriver à dégager des majorités pour gagner. C'est pas le seul rôle des élus, hein. Être élu, c'est aussi porter une parole. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on sert à rien, même quand on n'arrive pas à gagner des textes. Mais c'est vrai que c'est aussi notre rôle d'essayer de construire des majorités. Et en vrai, on l'a fait quand même. On l'a fait sur l'IVG dans la Constitution. On partait d'un truc impossible, et puis finalement, on a eu 82% du Sénat qui a voté pour. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir servi à rien. Bien. La gauche, justement, tu en parlais, Michel Barnier, et là il s'agit d'Assemblée nationale, Michel Barnier a donc échappé à la motion de censure votée donc, par la gauche. Motion de censure votée tout de même à 197 voix. Est-ce qu'il l'a échappé de peu et est-ce qu'il est en sursis? En tout cas, la clarification du vote de la motion de censure, d'abord, je voudrais rappeler que pourquoi on dépose une motion de censure? Parce qu'on n'est pas d'accord avec le fait que Emmanuel Macron ait choisi Michel Barnier, parce que ça correspond en rien à ce que les électeurs et les électrices ont dit, puisqu'il choisit quelqu'un qui fait partie d'une force politique qui a perdu les élections, soutenu par une force politique, le Rassemblement national, où 65% des Français ont fait barrage et ont déclaré qu'ils ne voulaient pas qu'il soit au pouvoir. Et conclusion de ça, on choisit une force qui a perdu pour être soutenue par une force dont on ne veut pas. Donc c'est démocratiquement scandaleux. Par ailleurs, le vote de la motion de censure a permis de mettre en lumière, de manière officielle, le fait que ce gouvernement tenait par la bienveillance de l'extrême droite. Et ça, je crois qu'on n'en a pas assez parlé. C'est une première, quand même, dans l'histoire de la République, que le gouvernement tienne par la bienveillance de l'extrême droite. Et c'est très très grave, puisque ça veut dire qu'il faut au gouvernement, pour perdurer, satisfaire d'une certaine manière Marine Le Pen. Est-ce que Bruno Retailleau est là pour leur donner des gages à l'extrême droite? Est-ce que c'est la caution d'extrême droite du gouvernement? Alors malheureusement, c'est pas la seule, mais l'extrême droite le dit elle-même. Ils ont dit, et c'est vrai, moi j'ai fréquenté Bruno Retailleau pendant mes 3 années au Sénat, ils ont dit qu'il avait appris par cœur le programme du Rassemblement national, qu'il le récitait presque à la virgule près, qu'il était un des meilleurs porte-parole du Rassemblement national. Donc c'est pas la seule caution, mais c'est une garantie effectivement, puisqu'ils ont là quelqu'un qui porte des idées et des propositions qui sont globalement les leurs. Est-ce que la stratégie de rejet total du RN en affirmant que le RN ne se situe pas dans l'arc républicain est une bonne stratégie pour paradoxalement mieux le combattre? Ouais, je crois que... Est-ce que c'est pas en adoptant ces idées pour mieux les combattre, en l'incorporant
dans l'arc républicain, sans valider ses idées, qu'on peut mieux le combattre finalement. Non, moi je crois pas du tout. Non mais au moins c'est clair, je crois pas du tout. D'abord, je crois qu'il faut rappeler que quand on regarde les situations en Europe et dans le monde où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, et quand on regarde pourquoi on veut pas que ça arrive, et qu'on veut plus que jamais que ça arrive, comment l'extrême droite arrive au pouvoir? Elle arrive jamais au pouvoir par elle-même, de sa propre force. Elle arrive au pouvoir par l'effet de deux processus convergents, à la fois la faillite des politiques en place, qui créent des frustrations dans la société, et à la fois l'abandon des forces démocratiques face à la montée du fascisme, et à un moment donné, le fait qu'on considère qu'on peut travailler avec eux. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On a une faillite vis-à-vis de l'intérêt général des gouvernants en place, et une banalisation de l'extrême droite. Et moi, quand j'ai été élu, avant d'être élu au Sénat, j'habitais en Belgique. Je veux juste donner cet exemple parce qu'en Belgique francophone, c'est un endroit où le cordon sanitaire marche totalement. C'est-à-dire on n'invite pas l'extrême droite dans les médias, on ne vote jamais pour eux, on ne leur donne pas la parole, on n'écrit pas sur eux dans les journaux, etc. Et en vrai, ils sont inexistants électoralement. Donc oui, il y a une responsabilité, c'est pas la seule chose, mais il y a une responsabilité majeure des forces politiques, des journalistes, de la place qu'on donne dans le débat aux thèses de l'extrême droite et de la manière dont on les valide. Et je crois que une des manières de lutter contre la montée de l'extrême droite, c'est de refuser leur normalisation. Et est-ce que c'est en refusant la banalisation de l'extrême droite, du RN en tant que parti politique, mais paradoxalement en voulant instaurer la proportionnelle, c'est d'ailleurs un point qui peut vous rapprocher entre Marine Le Pen et vous? Ouais, pas tout à fait, mais ouais. Mais parce que ça peut favoriser justement l'entrée toujours plus massive, importante de l'extrême droite. C'est peut-être ça le côté un peu paradoxal du truc. Alors déjà, petite nuance, non, petite nuance technique, mais ce que défend le Rassemblement national sur la proportionnelle, c'est un modèle où il y aurait une prime majoritaire, c'est-à-dire que celui qui arriverait en premier obtiendrait 25% des sièges. Ça, c'est la garantie. Nous, on est complètement contre ce système. D'abord, ça ne sert à rien parce qu'on garde au fond la logique majoritaire, c'est-à-dire qu'on construit artificiellement des majorités qui n'existent pas dans la société. Et puis, c'est effectivement l'assurance de mettre le RN au pouvoir. Mais aujourd'hui, en fait, pendant très longtemps, on a dit aux Françaises et aux Français, le scrutin majoritaire, il n'est pas représentatif, c'est vrai, ça ne correspond pas à la société, l'Assemblée nationale, sa composition n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous votez, mais ça a deux avantages, ça permet des majorités stables, et ça permet, grâce au Front républicain, de tenir l'extrême droite hors de l'Assemblée. Mais aujourd'hui, ces deux promesses, elles sont totalement volées en éclats, on n'a plus de majorité stable, et il se trouve qu'on a beaucoup de députés Rassemblement national à l'Assemblée, et je pense même que la prochaine fois, c'est l'inverse, c'est grâce au système majoritaire que le RN pourrait avoir la majorité absolue à l'Assemblée, parce que je rappelle que le scrutin majoritaire, ça permet qu'en ayant, comme les macronistes en 2017, 30 et quelques % des voix, plus de 50% des sièges. Et ça peut arriver la prochaine... Parce qu'il y a l'effet mécanique entre l'élection du président de la République et le côté naturel des élections législatives qui tentent à confirmer... Oui, et puis parce que vous pouvez gagner plus de la moitié des seconds tours sans avoir fait plus de 50% des voix. Je voulais vous poser une question sur les élections législatives, justement. Est-ce que vous pensez qu'on a voté pour le NFP pour faire barrage au RN, très clairement, ou est-ce qu'on avait vraiment envie d'un gouvernement NFP ? Alors, je pense qu'il y a eu les deux dynamiques. Il y a eu un vote NFP qui a été un vote de conviction, et je crois que les résultats qu'on a fait au premier tour démontrent qu'on a réussi ce pari d'arriver à offrir enfin, dans un moment où on avait ce risque de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, d'offrir quelque chose de mieux que simplement faire barrage, d'offrir la possibilité de voter pour un projet auquel l'électorat attaché à la justice sociale, à l'écologie, à la démocratie, pouvait se reconnaître. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu le Front républicain qui a marché à la faveur de certains députés NFP et à la faveur de certains députés non NFP, et qui a été majoritaire dans le pays. Et c'est pour ça qu'on a une anomalie aujourd'hui gouvernementale et parlementaire à avoir l'extrême droite qui participe de fait à une majorité alors qu'on les a majoritairement rejetés. Une dernière question sur le RN. Est-ce que dans votre France idéale serait-elle une France sans RN ? Oui. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Oui, mais
Ah non, oui, sans mais. Non, mais bien sûr que pour moi... Ils existent depuis longtemps. C'est un parti créé. Il a été quasiment institutionnalisé, ce parti. Bien sûr. Bien sûr. Mais moi, l'antifascisme fait partie de ma construction politique. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagée en politique. Donc évidemment que dans une société idéale, l'extrême droite n'existe pas. Donc sans député RN, donc sans... Sans député RN, ouais. Bien, merci. Ce gouvernement, par la voix de son ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, veut donc revenir sur l'AME, l'aide médicale d'État. Qu'est-ce que ça provoquerait pour les personnes en situation irrégulière ? Honnêtement, c'est une folie furieuse qui démontre qu'on instrumentalise totalement ces questions-là à des fins électorales. Remettre en cause l'AME, c'est très dangereux. Bon, d'abord, c'est opposé aux droits fondamentaux, qu'on est jusqu'à présent encore, étant une démocratie censée respecter. C'est mauvais pour la santé publique, parce que je rappelle que l'AME, ça permet que des personnes qui ont besoin d'accéder aux soins puissent y accéder et donc ne pas potentiellement contaminer d'autres personnes. On a vécu une pandémie, je crois qu'on a appris du fait que les virus, on n'avait rien à faire des papiers des gens, de s'ils étaient en séjour régulier ou irrégulier, et que donc c'est une donnée globale, la santé, c'est pas une question individuelle. Et enfin, si on remettait en cause de manière, qu'on supprimait ou qu'on remettait en cause de manière trop forte l'AME, même d'un point de vue économique et financier, c'est absurde, parce qu'en fait, ça coûte beaucoup plus cher de soigner des gens qui sont en urgence vitale que de leur donner des antibiotiques avant qu'ils tombent gravement malades. Donc c'est un non-sens démocratique, politique, sanitaire et financier. C'est une absurdité. Pour vous, c'est de la com, sachant que l'AME, dans les dépenses de santé publique en France, c'est quoi? C'est à peu près 1%? C'est à peu près 1%. On a 50% des ayants droit qui ne la demandent pas parce qu'ils ne sont pas au courant. Donc quand on explique que, vous comprenez, il y a un appel d'air parce que les gens viennent en France pour l'AME, enfin, je veux dire, il faut savoir de quoi on parle. Les gens qui sont en Guinée, ils n'ont aucune idée de ce que c'est l'AME, d'accord? Et puis bizarrement, quand ils arrivent en France, la moitié d'entre eux ne la demandent pas parce qu'ils ne sont pas au courant. Donc les gens ne viennent pas en France pour l'AME. Il n'y a aucun lien entre les flux migratoires et l'AME ou quelque aide sociale que ce soit. C'est totalement décorrélé. On n'a jamais eu d'impact sur les flux migratoires en fonction des politiques qu'on faisait. Ce qu'on décide, c'est est-ce qu'on accueille bien les gens ou mal. Voilà. Je voulais aussi revenir vers vous sur, même si ce n'est pas exactement la même chose, sur les OQTF. On sait que Bruno Retailleau, le 9 octobre, a réuni 21 préfets en France en leur demandant, en exigeant d'augmenter le nombre d'OQTF effectivement exécutés. Est-ce que là aussi, comme peut-être pour l'AME, si on vous entend, c'est de la com? Mais oui, en fait, la France prononce beaucoup plus, 3, 4, 5 fois plus, parfois par rapport à nos voisins européens, d'OQTF que les autres. Et donc, on met en œuvre une proportion faible. On prononce des OQTF envers des personnes qui ne sont pas expulsables. Donc oui, on ne les applique pas. Donc il y a un moment donné, augmenter le nombre d'OQTF prononcés n'a aucun sens. Quand on a des personnes qui sont sur le territoire, qui sont, et nous c'est la proposition qu'on avait portée pendant la loi immigration, qui sont pas régularisées mais pas expulsables, à un moment donné il faut trouver une solution légale pour ces gens pour qu'ils puissent vivre avec des papiers en France. Quelques jours, quelques temps après l'assassinat de Philippine par quelqu'un qui devait être expulsé, est-ce qu'on peut aussi le voir finalement comme une réponse à des Français qui sont inquiets pour leur sécurité? Je ne me fais pas l'avocat du diable, mais pour le coup, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Et c'est un domaine, l'immigration, qui est revenu aussi quelques jours là. Croire qu'il y a un lien entre les viols, le patriarcat et les OQTF, c'est une manip totale. Je veux dire, bien sûr, il y a, en fait, s'il y a quelque chose de bien largement partagé à travers les pays, les cultures, les religions, les frontières, etc., c'est bien le patriarcat et la domination des hommes sur les femmes. Alors oui, il y a des migrants en France qui violent, il y a des Français à l'étranger qui violent. Le problème, c'est pas leur nationalité, c'est pas leur titre de séjour, c'est pas leur situation administrative. Le problème, c'est le patriarcat. Et moi, je constate tout de même qu'on a ce cas-là qui est horrible et qui pose surtout la question du traitement des récidivistes et de la manière dont la justice arrive à fonctionner. Mais on a ce cas-là
qui est instrumentalisé. On a le procès des viols de Mazan à côté. Et puis là, bizarrement, ça fait moins réagir la droite. Donc, en réalité, si on est sérieux à propos du sujet principal qui est les viols, c'est pas les OQTF qui vont régler notre problème, c'est le traitement du patriarcat et de la domination masculine, et de la culture du viol, et du fonctionnement de la justice vis-à-vis de ça. Un enfant né d'une GPA à l'étranger n'est pas automatiquement rattaché à la sécurité sociale lors de son arrivée en France. C'est aussi un des engagements pour que ça change. Où est-ce que ça en est ? Donc, en fait, avant le vote de la loi bioéthique, on avait en France une jurisprudence de la Cour de cassation qui imposait la reconnaissance automatique de filiation au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire qu'on considérait que même si la GPA n'était pas autorisée en France, ces personnes qui avaient procédé à une GPA légalement à l'étranger, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'était d'avoir un lien juridique avec leurs parents. La loi bioéthique est revenue sur cette jurisprudence et impose aujourd'hui à un des deux parents d'adopter, ce qui crée beaucoup de problèmes. Ça dure des mois, des années, et ça met les enfants en danger. Ça peut créer dans certaines situations des enfants apatrides, quand on a des naissances qui sont faites à l'étranger, et une insécurité juridique au cas où l'un des deux parents meurt, par exemple, dans l'intérêt d'absolument personne. C'est-à-dire qu'il y a zéro gagnant dans l'histoire. Il y a des perdants, la famille, les parents, l'enfant, et zéro gagnant. Donc moi, en plus, comme sénatrice des Français de l'étranger, qui suis confrontée à beaucoup de situations comme ça, donc soit de Français qui vivent à l'étranger, qui ont procédé à une GPA à l'étranger, ou de Français qui résident en France qui ont eu accès à la GPA à l'étranger, à des gens qui sont dans des situations ubuesques. Et en fait, qu'on soit pour ou qu'on soit contre la GPA, ça ne change pas le fait que les enfants, ils sont là, qu'ils n'ont pas décidé comment ils ont été procréés, et qu'en fait, ils ont droit à avoir une famille, une sécurité juridique et un environnement social qui les protège. Des médecins dans une tribune du Monde appellent à en faire un thème de la prochaine campagne présidentielle 2027. J'imagine que tu les rejoins. Oui, en tout cas, il faut avoir une approche là-dessus un peu moins pragmatique et je veux dire, où on met l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur. Et quand on met l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur de notre réflexion, en fait, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'avoir ses parents. On n'écoute pas assez les enfants. Ouais, ça c'est vrai. Tu t'es aussi battu pour, et on te connaît aussi pour ça notamment, tu t'es aussi battu pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Qu'est-ce que tu retiens tout simplement de cette séquence historique ? Qu'il faut jamais rien lâcher. En bonne Marseillaise. Exactement, il faut pas lâcher, parce que quand on lâche pas, à la fin, ça se trouve on gagne. Non mais vraiment, c'est-à-dire que c'est une bataille, quand on l'a commencée, elle paraissait absolument hors de portée, parce que pour changer la Constitution, c'est pas une simple loi, il faut avoir la majorité dans les deux chambres. C'était pas du tout le cas, le Sénat était absolument contre, et donc il fallait une majorité sur le même texte identique dans les deux chambres, plus les deux tiers au Congrès. Donc c'est beaucoup. Et heureusement, c'est compliqué de changer la Constitution. Eh bien, à la faveur d'un travail transpartisan avec des parlementaires féministes engagés, d'une coopération très soutenue avec les associations féministes, et à la fin, et c'est pour moi le plus grand message, la mobilisation de la société qui s'est emparée de ce sujet, qui s'est mobilisée, qui a écrit aux sénateurs en leur disant c'est scandaleux, nanana, et en fait, on est arrivé. Vous avez reçu des menaces, vous personnellement ? Enfin, toi, tu as reçu des menaces personnellement ? Oui, j'en reçois assez régulièrement. Beaucoup de... Encore aujourd'hui ? Sur l'IVG, ça a un peu calmé, et c'est un peu d'ailleurs un des effets utiles de cette constitutionnalisation, c'est que je pense qu'on a envoyé un message très fort aux groupes anti-droit, anti-choix, qui ont vu un peu leur horizon disparaître. Là. Ils espéraient beaucoup qu'un jour, on pourrait revenir sur la légalisation de l'avortement en France. Là, on l'a mis dans la Constitution. Je pense que ils peuvent aller faire autre chose de leur week-end. Ils sont, comme on dit, en position latérale de sécurité. Voilà, en PLS. Et un peu, ouais. Est-ce que tu ne te sens pas seul au Sénat ? Des fois. Mais après, moi, disons, le moment de mon élection, le sens
que j'ai donné à mon élection et que les écologistes ont donné à mon élection en déposant ma candidature, c'était aussi d'envoyer un message vis-à-vis de l'extérieur que c'était important de diversifier nos institutions démocratiques, y compris le Sénat, d'envoyer des profils différents, etc. Donc je l'ai fait avec ça en tête. Et en fait, ça se fait pas tout seul, ça marche quand ça résonne dans la société. Donc même si parfois je me sens un petit peu seule au Sénat, je me sens pas totalement seule parce qu'il y a la société autour. Ouais, bien. Dernière question, est-ce que tu as le temps avec tout ça de travailler sur l'écologie, qui est quand même ton cœur de métier? Oui, parce que c'est... Enfin, tous les sujets qu'on vient d'aborder, pour moi, ne sont en rien détachés de l'écologie. L'écologie, c'est un projet global de société. Donc, je ne détache pas les droits humains, la justice sociale, l'immigration, des questions d'écologie politique. Mais en particulier là, on arrive dans un moment, je pense, dans les années qui viennent, très important pour les questions écologiques, c'est on s'est mis d'accord comme continent européen ces dernières années sur des législations importantes, sur des objectifs importants. Et maintenant, on arrive au moment assez clé où il faut financer tout ça. Il faut financer la transition. Il faut aller chercher l'argent là où il est, principalement là où ça pollue, pour le mettre dans la transition écolo. Et on est, tu le constates, dans une discussion budgétaire compliquée où l'argent est le nerf de la guerre. Et ça, c'est la grande bataille qu'on doit mener. Arriver à expliquer qu'en fait, on doit investir, même si on a un déficit aujourd'hui, on doit investir dans la transition écolo parce que l'argent qu'on dépense aujourd'hui, si on le dépense aujourd'hui, on évitera de le payer 3-4 fois plus cher demain. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.